Ok. Allez, je vais démarrer et puis on laissera venir ceux qui doivent venir. Donc moi, je suis Romain Cristofini. Je vais animer la soirée avec Alix qui est bénévole. Moi, je suis l'un des fondateurs de la communauté. Et puis, on a vraiment beaucoup de joie avec Alix à avoir préparé ce webinaire et à accueillir Thierry Janssen, donc qui est là. Alors moi, je ne sais pas où tu es, Thierry. J'imagine que tu es dans toute la mosaïque de visages. Mais vraiment, bienvenue à toi. Merci. Ah, te voilà. Super. Donc, merci de te joindre à nous, de nous faire l'honneur de ta présence et de partager euh, voilà, tous les enseignements que tu peux juger utiles. Et puis, tout ça aussi dans la simplicité. Donc, bienvenue. Voilà, bienvenue à tous. Avant qu'on vous parle de comment on va dérouler brièvement cette soirée, j'avais envie de vous rappeler qui nous sommes, hein, la communauté. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà, mais c'est pas inutile de se rappeler finalement à quoi on sert, parce que c'est une association, et une association, finalement, elle a de raison d'exister que si c'est clair et que si elle offre quelque chose au monde. Je pense qu'on n'a pas d'enjeu économique, on a cette chance. Donc on a cette chance de se rappeler régulièrement, est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on avait prévu de faire? Est-ce que les actions qu'on pose sont cohérentes avec notre raison d'être? Donc voilà, notre raison d'être au sein des leaders éclairés, notre why, comme on dit parfois, c'est vraiment de rassembler et soutenir les leaders d'entreprise. Donc il y a ce soir des dirigeants, des managers, je pense qu'il y a aussi des accompagnants. Donc tous ces leaders, de les soutenir dans un chemin de conscience et d'engagement destiné à mettre leur organisation au service des êtres humains, de la Terre et du vivant. Voilà, ça c'est pourquoi on existe, c'est ce qui nous réunit. Et la façon de le faire, et c'est ce qu'on va faire ce soir, et vous allez voir que c'est très cohérent avec notre raison d'être, c'est vraiment de proposer des événements, des rencontres, des actions, des écrits, des enquêtes, tout plein de choses qui permettent de favoriser cette évolution intérieure et spirituelle des leaders. Et on ose vraiment, dans notre communauté, ce mot-là de spirituel, parce qu'on considère que c'est vraiment cette évolution-là qui sera et qui est déjà aujourd'hui le carburant réel, le carburant invisible des leaders qui se transforment et qui transforment leur entreprise. Donc voilà pour qui nous sommes, et je vous donnerai à la fin du webinaire, je vous donnerai quelques informations, quelques actualités sur la communauté, et puis les prochains rendez-vous aussi, sachant que là je suis tout plein de l'énergie qu'on a vécu ensemble à Paris, et donc juste pour vous glisser ça. Nous étions 40 à Paris dans un cercle lundi soir, et c'était merveilleux de partage, merveilleux de cœur, d'énergie, et ça a fait un bien fou d'être ensemble parce que c'était la première fois que la communauté se retrouvait depuis 2 ans avec ce Covid. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et cette soirée de Paris, on appelle plein d'autres, on en reparlera. Alix, je te laisse nous dire comment on va organiser ce soir. Oui, merci. En fait, c'est très simple. On va prendre un temps pour se recentrer, comme on fait. C'est un peu aussi, ça fait aussi un peu partie de notre ADN, ça, de prendre ce temps de recentrage. Et j'allais dire, puisqu'on a un maître en la matière, ou en tout cas quelqu'un qui sait faire ça, on va laisser Thierry prendre ce temps et nous guider. C'est un petit temps de présence, de retour à soi. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange et de questions que Romain et moi allons proposer à Thierry, donc sous la forme d'un échange, d'une interview. Et ensuite, on aura un temps avec vous tous où on vous proposera de voir comment ça résonne, tout ce qui vient d'être dit, partagé, échangé. Et je vous redonnerai la consigne à ce moment-là, mais on pourra utiliser le chat pour s'exprimer à ce moment-là, parce contrairement à nos habitudes, on fait souvent des petits regroupements en petites salles. On ne va pas faire ça ce soir, on va rester en grand groupe. C'est peut-être pour continuer à se tenir chaud, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'on a choisi. Et voilà, on fera ça comme ça, on vous donnera les questions, ne vous inquiétez pas, tout ça sera repris au fur et à mesure. Et puis ensuite, un petit temps de conclusion et de nouvelles de la communauté en fonction du temps qui nous restera, mais ça sera vraiment la conclusion. Voilà, c'est au menu ce soir.
Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Et avant ça, je salue l'Espagne, la Belgique, voilà, tous ceux qui arrivent maintenant, bienvenue et rentrez dans le cercle, rentrez dans la danse. Le thème de ce soir, quand on a préparé avec Thierry, ça nous est venu assez vite en fait. Le thème qu'on a choisi, c'est comment trouver en soi justesse et cohérence pour agir dans le monde. Donc vous allez voir que ça résonne évidemment avec ce que fait Thierry, ce qui nous enseigne. Mais j'avais envie de vous dire pourquoi ce sujet. En fait. Quand je préparais tout à l'heure, je préparais à la dernière minute comment je pouvais introduire ce sujet. M'est venue la situation de Sénèque que vous connaissez. Je fais que la rappeler. Sénèque qui nous dit la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et voilà, c'est ça. Je crois qu'il y a beaucoup d'orages en ce moment et que c'est peut-être même illusoire de penser qu'il y va y avoir une longue accalmie, ou alors il y aura des petites accalmies entre les orages. Mais c'est vrai qu'il est devenu ô combien difficile, je crois, aujourd'hui, de garder son axe dans un monde qui chavire sans cesse. Je pense que les crises vont se succéder, d'ailleurs c'est déjà le cas, et pour tous ceux qui, comme vous, comme moi, comme je pense beaucoup dans ce cercle ce soir, essayons d'œuvrer à changer de paradigme de société, c'est parfois difficile. Déjà de continuer à essayer d'agir en conscience. Pour des dirigeants, pour des managers, pour tous ceux qui ont des décisions à prendre, des paradoxes à gérer, c'est aussi difficile de prendre les bonnes décisions. C'est difficile de ne pas douter, je pense. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de solitude qui viennent avec ce désir de changer un monde qui, à certains niveaux, quand on le regarde, a envie de tout faire sauf de changer, peut-être. En tout cas, les êtres humains, parfois. Et puis, c'est également difficile de parler de spiritualité, voilà, de rester en cohérence avec soi et d'oser aller dans cette dimension-là quand on a l'impression que là aussi c'est très difficile et que c'est pas accueilli. Et donc, ça a été l'idée de ça, de dire comment, en fait, on peut apprendre ou réapprendre ou trouver d'autres façons d'écouter en soi. Voilà. De faire ce chemin-là intérieur pour ensuite pouvoir, à partir peut-être d'un espace qui est plus intime, d'un espace de l'être, pouvoir poser des actes qui sont en cohérence et participer à cette transition du monde. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a voulu t'accueillir, Thierry. Donc vraiment infiniment un grand merci d'être présent avec nous, d'amener ta présence. Je te l'avais dit quand je t'avais contacté, mais moi j'avais lu un de tes livres il y a longtemps et il m'avait vraiment aidé dans ma propre ouverture de conscience, si on appelle ça comme ça. C'était un livre parmi les nombreux ouvrages que tu as écrits, c'était Confidence d'un homme en quête de cohérence. Et donc ça remonte déjà à quelques années et déjà tu parlais de cohérence. Je crois que ta mission, ton travail aujourd'hui, que je vais rappeler brièvement avant de te céder la parole, c'est vraiment très proche de notre raison d'être, puisque tu parles toi aussi de participer à l'évolution des consciences. Après un parcours où tu as été d'abord médecin, chirurgien, maintenant psychothérapeute, tu es fondateur, aujourd'hui tu es entre deux journées, je crois, au niveau de l'école. Voilà, tu es fondateur de l'école de la posture juste. Et tu te définis, tu me dis, c'est ok, dis-moi, c'est qui comme accompagnant spirituel? Psychologique et spirituel. Psychologique et spirituel, super. Et avec quelques mots que je suis allé glaner sur ton site, mais il y a vraiment quelque chose dans ta mission de promouvoir une approche globale de l'être humain, participer au développement de ce qu'on appelle la médecine intégrative. Et puis, ça rejoint aussi nos efforts ici, proposer une vision plus spirituelle de la société. Et il y a du boulot. Donc, tu as plusieurs ouvrages à ton actif. Le premier remonte à 2001 et le dernier que j'ai attaqué, mais que j'ai pas fini, il est en ligne directe avec notre programme de ce soir. Il s'appelle La posture juste et c'est ça dont on va parler. Je vais te laisser en parler, c'est plus simple. Et je te laisse maintenant la main, si tu es d'accord. Et comme le disait Alix, on a vraiment ce petit rituel. Je lisais d'ailleurs, pas longtemps, il y a un ami qui m'a offert ce livre, mais même les neurosciences commencent à s'apercevoir que nous avons besoin de rituels. On va avoir besoin de rituels pour faire ce travail intérieur. On va avoir besoin de rituels pour trouver des espaces aussi de sécurité. Et je pense qu'on va avoir de plus en plus besoin de rituels dans les entreprises. Et donc, un de nos rituels ici, dans ces webinaires, c'est de prendre un temps de présence pour faire un petit sas après notre journée, peut-être dense pour certains, et puis se rendre aussi le plus ouvert possible à ce qu'on va partager. Donc, Thierry, bienvenue encore, et je te laisse nous guider ce moment. Oui.
Bonsoir, hein. Bonsoir à toi, Romain, à vous tous en fait. Mais juste avant de commencer, pour que vous compreniez pourquoi je vous propose les choses de la manière dont je vais le faire, euh, je pense que c'est important de se rendre compte que plutôt même de parler d'évolution des consciences, qui serait l'évolution de nos façons de penser, de nous représenter le monde, cette conscience un peu intellectuelle, c'est d'abord favoriser l'éveil de la conscience. Et moi, je fais une grande différence entre le mental et la conscience. Et c'est très important avec ce qu'on va faire là maintenant, parce que le mental, c'est un ensemble de capacités cognitives qui dépendent de l'activité de notre cerveau, qui permet de réfléchir, penser, comparer, analyser, juger, commenter, bavarder, beaucoup bavarder. Et puis, quand on est juste dans le mode de fonctionnement habituel du mental, on est souvent dans la réaction immédiate. Et le mental, pour justifier toutes sortes d'activités qui apaisent l'être, à savoir du sexe, de l'argent, de la notoriété, le besoin de ne pas trop faire d'efforts, tout ça, pour justifier tout ça, il est capable de raconter des histoires invraisemblables. D'ailleurs, les latins disaient mens mentis, hein, qui a donné mentiri, qui a donné mentir. Le mental raconte vraiment beaucoup d'histoires. Et si on se rencontre, c'est vraiment important d'être là, pas avec notre mental qui tout de suite a des a priori, est en train déjà de dire comment il va objecter ce que nous sommes en train de dire ou de questionner, d'apporter les réponses avant même d'avoir posé des questions. Pour vraiment être dans cette disponibilité, il faut que la conscience soit éveillée en nous. Le mental pense, la conscience, elle ne pense pas, elle constate. Et elle voit des évidences, et de ces évidences, elle devient très sage parce qu'elle voit la réalité telle qu'elle est. Et la méditation, puisqu'il s'agit bien de ça, ce que je vais vous proposer là, c'est quelques minutes d'une forme de méditation. La méditation a pour objectif premier de permettre l'apaisement du mental, ce qui va, et c'est pour ça que c'est une démarche spirituelle, ça va permettre l'éveil de la conscience. Et vous pouvez appeler la conscience l'esprit. Mais attention, parce qu'en français, nous appelons souvent l'esprit le mental. Hein, c'est un gros problème pour nous francophones, parce que souvent quand on lit esprit, on lit le mental, ma façon de penser, ma façon de représenter les choses. Alors que l'esprit, dans le sens spirituel du terme, c'est la conscience. C'est cette dimension qui n'est pas personnelle, c'est la même en chacun de nous, c'est cette présence au monde, cette capacité de l'accueillir tel qu'il est, j'ai envie de dire de l'aimer tel qu'il est, c'est une paix profonde, un silence qui est amour. Et donc, le propos peut paraître un peu mystique, mais mystique vient de mystikos, le mystère. C'est peut-être ça, le mystère de notre être, c'est de ne pas s'identifier trop à notre mental, qui peut penser tout et n'importe quoi et changer d'avis en 5 minutes, et qui a des émotions qui viennent, qui partent, et ça, la méditation permet de le constater, mais c'est de plutôt se dire, je suis celui qui regarde tout ça. Et si je le regarde en l'accueillant pleinement, il y a quelque chose qui va se passer en moi, un processus de la conscience qui est sagesse. Et donc, du coup, on en discutera sans doute, qui est justesse. Alors voilà ce que je voudrais vous proposer, c'est d'aller à apaiser notre mental pour, pendant toute cette rencontre, être là avec une conscience qui s'éveille et qui dit « Oh oui, ah oui, ah oui », qui constate, sans juger, sans analyser, qui se laisse informer, et puis laissons émerger la conclusion. Elle viendra d'elle-même. Faisons confiance à l'inspiration de l'esprit. Et tu disais dans la petite introduction là que on est perdu dans ce monde qui change à une vitesse incroyable, où tout se dit et tout le contraire se dit juste après. On ne sait plus qui a raison. Dans ce monde-là, plutôt que de décider trop à l'avance avec notre mental comment on va se rassurer pour inventer un nouveau modèle de société, peut-être que nous devrions laisser émerger un modèle de société qui serait en lien avec ces lois toutes profondes de l'esprit, qui sont des lois de paix, de transparence, d'honnêteté, de non-mensonge du coup, mais et de construire une société non pas en définissant sa structure et sa forme, mais ses valeurs. Et de faire confiance que si on sauve les valeurs,
si on défend ces valeurs, mais en allant loin, parce qu'on se raconte beaucoup d'histoires hein, sur nos valeurs, eh bien alors peut-être qu'on aura un monde vraiment meilleur. Voilà. Donc, ce que je vous propose, hein, c'est, là, vous êtes chacun chez vous, j'en vois certains sur les petites icônes, enfin les petits écrans qui s'affichent sur mon écran, c'est déjà de recontacter votre être et sa partie la plus tangible qui est votre corps. Donc, je vous invite à frotter vos mains. Frottez vos avant-bras, vos bras, vos épaules, les muscles trapèzes ici au niveau de la nuque qui ont tant souffert aujourd'hui de toutes les tensions. On mobilise la zone de la gorge, de la nuque, toute la zone du cou. On articule en même temps. On peut masser le haut de notre crâne, ça fait un bien fou. On se rappelle qu'on a aussi un torse. On peut même tapoter ce torse dans sa partie antérieure, dans sa partie postérieure. Ouf. Un petit mouvement des épaules va nous permettre de les descendre et du coup de faire sortir notre nuque comme si c'était une tortue qui sortait le cou de sa carapace. Je vais même vous inviter à vous lever. Et je n'ai pas beaucoup de recul par rapport à la caméra de mon ordinateur, mais vous ne verrez donc que mes jambes, mais ça n'a pas d'importance. De vous lever, de vous rappeler que vous avez des jambes. Des cuisses, des jambes, des pieds, oui, des doigts de pied. On mobilise tout ça. On a un bassin qu'on peut un petit peu délier et qui est souvent très figé. Souvent, on manque d'énergie, mais c'est parce que toute l'énergie est contenue. En libérant le bassin, vous allez retrouver de l'énergie. Elle va recirculer. Wow! Et on garde la bouche entrouverte pour ne rien retenir. Parce que quand quelque chose se libère, il faut que ça s'évacue. Et donc, gardons la bouche entrouverte. Ouf! Et quand vous êtes content de ce petit tour du propriétaire, eh bien, je vous propose de vous installer confortablement, les fesses posées sur une assise confortable, soit sur une chaise, un fauteuil. Moi, je suis assis sur un coussin de méditation parce que voilà, c'est plus facile dans la disposition où je suis ici. Et ce qui va être important, c'est de prendre une pause qui va nous permettre d'atteindre un état très particulier de vigilance apaisée, qui est l'état de la méditation. Alors, vous pouvez méditer couché, mais si le cerveau n'est pas habitué à cette vigilance apaisée en position couchée, vous allez vous endormir. Donc, dans les écoles de méditation de toutes les traditions, on vous demande de prendre une posture qui va être vigilante. Les fesses à plat sur une assise, les pieds reliés au sol, les épaules sont basses. Je bascule légèrement le bassin pour bien redresser ma colonne vertébrale. Je me fais grand. Mais je fais attention de ne pas trop creuser le bas du dos. J'efface légèrement les lombes sans m'effondrer, juste effacer, de sorte que je m'assois confortablement. Les épaules sont à l'aplomb du bassin. Vérifiez si elles ne sont pas penchées vers l'avant ou rétractées vers l'arrière. Parfois, on ne sent plus la différence, alors vous pouvez bouger quand c'est en avant. Ah oui, ce n'est pas la même chose que quand c'est en arrière. Et il y a une posture intermédiaire qui est à l'aplomb du bassin. Je me pose.
Les mains sont posées sur les cuisses et je veille à avoir un angle droit entre le bras et l'avant-bras. Ça évite d'avoir les mains trop vers l'avant et d'entraîner ma posture en me penchant. Je pose simplement les mains sur les cuisses, bras et avant-bras à angle droit. Ah. Le menton est légèrement rentré, légèrement en recul, ce qui va avoir pour effet d'étirer la colonne vertébrale au niveau cervical encore plus. Je vais encore me faire plus grand. Et le regard est porté vers le bas. Et ça va peut-être vous étonner, mais je vous recommande de ne pas fermer les yeux. Laissez les paupières légèrement entrouvertes, car la méditation n'est en rien une fuite, n'est en rien une déconnexion. Au contraire, c'est une pleine présence à ce qui est là, un plein accueil dans un espace paisible que l'on va travailler progressivement, on va réhabituer notre cerveau à rester paisible malgré les mouvements, les bruits. Et vous verrez qu'en gardant les yeux légèrement entrouverts, comme le Bouddha le fait sur les statues du Bouddha, on voit toujours cette paupière légèrement entrouverte, il y aura moins d'images sur l'écran de la conscience. Il y aura moins de pensées. Et pour réduire encore le flot des pensées, je vous invite à veiller à avoir la langue qui est déposée sur le plancher de la cavité buccale. On a souvent tendance à la coller sur le palais. Parce que quand on pense, la langue déjà s'active pour parler. Penser, c'est parler. Si vous laissez la langue se reposer, les pensées vont diminuer. Je me pose. Je porte alors l'attention sur les mouvements de la respiration. Sans chercher à les influencer. Et peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. La langue repose sur le plancher de la cavité buccale, la mâchoire est détendue et à l'expiration, je laisse le souffle s'évacuer par la bouche légèrement entrouverte. Je laisse le souffle s'évacuer jusqu'à son terme, je ne pousse pas. Mais je laisse comme une vague vient mourir sur la plage, le souffle emporter toutes les tensions. N'ayez pas peur de faire du bruit en expirant. Je dis toujours qu'une spiritualité pleinement incarnée passe par l'évacuation du souffle, le spiritus. Progressivement, le mental s'apaise, le corps se détend. Je me repose. Je vous invite alors à porter spécifiquement l'attention sur la poitrine et profiter de chaque inspiration
pour ouvrir la poitrine, et c'est la particularité de cette façon de méditer. Le corps est engagé. Pour ouvrir la poitrine, pour ouvrir le cœur, pour réinformer le cerveau de cette profonde détente, les épaules vont monter légèrement. Le sternum va être poussé vers l'avant, les côtes sur le côté et même les omoplates à l'arrière vont s'ouvrir comme des ailes, prêtes à se déployer. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. N'ayez pas peur d'être un peu caricatural. Et à l'expiration, je laisse cette belle énergie de l'accueil, de l'acceptation sans condition, de l'amour inconditionnel se répandre dans tout l'être. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur, comme si un ballon gonflait dans la poitrine, dans toutes les directions. Les épaules montent pour donner de l'espace à la cage thoracique qui va pouvoir s'avancer vers l'avant, les côtés, l'arrière. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et à l'expiration, je laisse le souffle s'évacuer par la bouche légèrement ouverte et j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine, à l'ouverture du cœur. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Progressivement, le mental s'apaise davantage, le corps se détend plus profondément. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. En Inde, on dit que cette détente est l'ouverture du cœur. On ne peut pas aimer si on n'est pas détendu dans l'accueil de ce qui est, de tout ce qui est. Et ce n'est pas parce qu'on accueille, qu'on accepte, qu'on est résigné, mais au moins on pourra faire quelque chose avec la réalité. On ne niera pas ce qui est. Ça s'appelle l'éveil, l'éveil de la conscience. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. Et plus le cœur s'ouvre, plus la conscience s'éveille. Je peux alors profiter de cet apaisement du mental pour écouter ce qu'il y a au-delà de son activité ordinaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Je peux écouter ce qui est tout au fond, ce qui est toujours là, mais que je n'écoute pas parce que je suis distrait par les sensations, les émotions, les pensées. Je peux écouter ce qui est tout au fond et qui s'appelle le silence. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur. J'écoute le silence à l'intérieur. Le silence qui ne peut pas se créer. On peut méditer dans un endroit très bruyant et entendre ce silence. Car le silence n'est pas créé. Il est là de toute éternité. Il est comme la pièce dans laquelle vous êtes actuellement. Le bruit, c'est vous, c'est toutes sortes de choses qui existent dans cette pièce. Mais quand vous ne serez plus là, quand ces choses auront disparu, la pièce sera toujours la même, toujours aussi silencieuse. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre le cœur.
J'écoute le silence à l'intérieur. J'ouvre le cœur. J'écoute le silence et je goûte la paix, la douceur à l'intérieur. Le silence qui est essence de la présence. Le silence qui est l'essence de la conscience. Cette pure conscience dans l'acceptation spirituelle du mot, qui n'est pas le mental qui pense, qui constate les pensées du mental. J'ouvre le cœur. Et pour avoir enseigné cette forme de méditation que l'on peut qualifier de tantrique, dans le sens où elle travaille sur l'énergie de la conscience de l'énergie, ce qu'est le tantra, un ensemble de pratiques méditatives et corporelles, physiques, qui ont donné le yoga, le qigong, qui ont fait que l'Orient est resté relié au corps dans ses démarches spirituelles et pas rien que de l'intellect. Cette forme de méditation qu'on peut appeler tantrique, j'ai pu constater que lorsque vraiment on la pratique en détendant la poitrine, n'hésitez pas, il y a des éblouissements merveilleux. Car quand la conscience voit, c'est pleine vie qui est en nous. Et quand pleine vie est en nous, la joie surgit. La joie qui est cette émotion qui nous renseigne sur notre degré de vitalité, de connexion à la vie. La joie qui vient de godere en latin, qui a donné par sa racine sanscrite yug, qui a donné joindre, réunir, qui a donné yoga qui réunit le corps, l'émotion, la pensée pour faire l'être humain, qui réunit les êtres humains entre eux pour faire l'humanité et qui réunit l'humanité à son environnement pour faire le monde. Le yoga, ce n'est pas juste une gymnastique. Et quand tout est réuni en nous, dans l'instant, la joie surgit. Car tout est réconcilié, tout est accepté dans la conscience. J'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Voilà. D'habitude, je ne guide pas les méditations parce que ça stimule le mental. Or, c'est fait pour apaiser le mental. Mais au moins, là, vous avez une petite carte. Après, c'est à vous à visiter le territoire. Intégrer les étapes, je me pose, je me dépose, je me repose. Et puis, ouvrir ce cœur physiquement, tantriquement. Écoutez le silence qui est au-delà de tout ce bruit, de toute cette activité du mental. Et alors visitez, soyez curieux, car la méditation, c'est une grande curiosité. Voilà, nous sommes là. Eh bien, merci beaucoup Thierry. Merci pour cette expérience. J'étais en train de me dire que je pourrais presque... l'état modifié de conscience avec les yeux ouverts, c'est une autre expérience. Et en fait, ça m'amène directement à la première question qu'on avait envisagé de te poser. Parce que ça, dans mes pérégrinations mentales qui effectivement ne se sont pas totalement arrêtées, s'est posé la question de la posture. Et je me disais, justement, la question que je vais poser à Thierry, c'est cette posture. Donc, je viens de faire cette expérience moi-même. Peut-être d'autres ici avec nous. Vous pouvez éventuellement
partager dans le chat si vous avez fait cette expérience. En tout cas, la question qu'on voulait te poser, c'est la posture juste. C'est le nom de ton dernier livre, c'est le nom de ton école. Et donc, qu'est-ce que c'est la posture juste? Est-ce que c'est un petit peu ce qu'on vient de faire, beaucoup, pas que? Enfin, voilà. En fait, pour répondre à la question, je suis vraiment obligé de définir ce que j'entends par justesse, parce qu'évidemment, chacun utilise des mots à sa façon, et donc moi, je précise toujours. Déjà, je fais la différence entre la justesse et la justice. La justice, dans ma façon d'en parler, c'est défini en fonction d'un ensemble de lois qui sont énoncées à une période donnée de l'histoire, parce qu'elles sont censées permettre à une société de fonctionner, en définissant les rôles et les attributions de chacun et en définissant les devoirs et les droits de chacun. La justice du Moyen-Âge n'est pas la justice du XXIe siècle, et la justice au XXIe siècle n'est pas la même en Afghanistan ou aux États-Unis ou en France. Même entre les États-Unis et en France, ce n'est pas encore toujours la même justice, parce que chaque société va essayer de trouver son moyen de fonctionner en fonction d'un projet qui est censé être commun. Alors parfois, il est imposé par des dictateurs, mais il y a une espèce de consensus où tout le monde va devoir respecter les lois, les devoirs, les droits. Et la justice va permettre de punir ceux qui ne respectent pas les droits d'autrui et puis de réparer ceux dont les droits n'ont pas été respectés. Ça, c'est vraiment, pour moi, une dimension de notre humanité qui essaye de vivre en commun. La justesse, c'est une dimension non pas de l'humanité, mais une dimension de la vie. On pourrait définir la justesse comme la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence le mieux possible. Et même, c'est s'ajuster aux circonstances de l'existence le mieux possible. Alors, la justice, je l'ai dit, elle est assez relative, parce que ça peut dépendre d'une époque et d'une culture donnée. Mais la justesse paraît aussi relative, parce que ce qui est juste pour toi, ta façon de t'adapter aux circonstances de ta vie ne sera pas peut-être les mêmes que pour moi ou que pour plein d'autres personnes ici. Et pourtant, et ça c'est la méditation un peu mystique, je peux bien l'assumer, quand on voit comme ça au-delà de ce mental, quelle est cette dimension inouïe de la conscience qui est là, qui embrasse le monde, qui est une avec le monde, qui est le monde, eh bien, tout d'un coup, on comprend, en tout cas, ça a été ma compréhension, et du coup, c'est comme ça que j'envisage les choses, qu'il y a une justesse absolue. Et la justesse absolue, je la définirais comme la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence en faisant le moins de mal, en abîmant le moins possible la vie qui est en nous et autour de nous. Partant du principe que la valeur suprême est la vie, que je ne dois pas l'abîmer, que je dois la promouvoir, parce que je suis un animal et que c'est mon rôle de transmettre de la vie, de la laisser passer à travers moi, de participer à cette vie, d'être vivant. Et donc, bien sûr qu'il y a, de ce point de vue-là, même une loi du moindre mal, parce qu'on sait bien, je me souviens quand j'avais 11 ans, j'ai offert à ma maman un livre qui s'appelait « Le choix de Sophie », qui était un roman de William Tyrone, je crois, qui avait même fait un film avec Meryl Streep. Et moi, j'avais entendu parler, je n'ai pas lu le roman, j'avais 11 ans, c'était une grosse brique, mais j'avais été bouleversé. Et pour la fête des mères, je l'ai acheté. Parce que j'avais lu un article dans un magazine Elle ou je ne sais plus, qui disait que Meryl Streep, dans le film, elle avait dû faire un choix terrible entre... Elle avait 2 enfants et la Gestapo voulait lui en prendre un. Et elle a choisi d'en laisser partir un pour sauver l'autre. Ça paraît impossible pour une mère de faire ça. Et pourtant, elle le fait. C'est basé sur une histoire vraie d'ailleurs, et je pense qu'il y a beaucoup de drames humains qui vont nous convoquer à cette grandeur et cette profondeur-là, parce qu'elle a agi avec le maximum de justesse, en se disant, il y a un de ces 2 enfants qui a plus d'avenir que l'autre, qui est plus fort, qui va pouvoir continuer la vie. Et donc, je vais le privilégier, lui. Alors que c'était évidemment déchirant, juste impossible, mais elle a agi comme les animaux le feraient, parce que la nature est juste. Et nous, humains, on dit la nature est cruelle. Moi, je dis la nature est crue,
parce qu'elle est contrastée, elle est paradoxale, il y a une violence dans la nature, mais qui fait sa dynamique, qui fait sa vitalité. Et en fait, nous, on juge ça parce que ça vient perturber notre confort ou nos envies de ne pas être confrontés à cette crudité. Alors, on appelle ça cruauté. Mais la nature n'a pas de projet contre nous. Elle n'est pas méchante à notre égard. C'est aussi à nous à comprendre comment vivre avec elle, en elle, trouver notre place et être juste. C'est-à-dire nous adapter à ce qu'est la nature, à ce qu'est le monde, en respectant le maximum de vie qui est en nous et autour de nous. Et c'est ça, cette posture juste. Alors, il se trouve que parce que voilà, ma façon de rentrer dans la psychologie a été très influencée par la psychologie corporelle. Évidemment, comme ancien chirurgien, c'était assez compréhensible. Aussi, ma pratique du yoga et du qigong, je me suis rendu compte que tout ça parlait de la même chose et que dans les thérapies psychocorporelles, il y a des étapes de notre développement qui génèrent des peurs existentielles, hein, peur du contact qui n'est pas de place, peur de perdre le lien, peur d'être envahi, d'être soumis, ou peur au contraire de perdre le contrôle, ou peur de ne pas être aimable et de ne pas être à la hauteur. Et ces grandes peurs que nous portons tous, parce qu'on a tous rencontré des occasions où elles se sont réveillées, eh bien, elles créent en nous des comportements que j'appelle névrotiques, dans le sens où ce qu'on met en place recrée ce qui nous faisait peur. On a peur de perdre le lien, on veut être en fusion avec l'autre, on l'étouffe, évidemment, il doit s'éloigner et on perd le lien. Et on ne s'en rend même pas compte. On a peur de perdre le contrôle et regardons notre société qui veut tout contrôler. À force de tout contrôler, tout va nous péter à la figure parce que ce n'est pas contrôlable. Et à force de décider trop à l'avance comment ça doit être, de faire des barrages sur des grands fleuves sans se rendre compte qu'il y avait des équilibres qui tenaient le coup et qui ne tiendront plus le coup une fois que le barrage sera construit, on va se le prendre dans la figure. Et donc, voilà, ça c'est la névrose de l'être humain. Mais ce que j'ai constaté, c'est que chaque fois qu'on opère l'ajustement face à cette névrose, pour revenir dans le maximum de vie en nous, autour de nous, on retrouve cette posture juste qui est ancrée dans la réalité, pas déconnectée, hein, parce qu'on a peur du contact, alors on se déconnecte, qui est redressée, qui est dans l'autonomie. Hein, on n'est pas dans cette dépendance affective ou dans cette impression qu'on ne s'en sortira jamais tout seul. On trouve des ressources en soi, on apprend. Et à l'école, on nous apprend à trouver ces ressources. On ne fait pas de nous des êtres dépendants. Et puis après, ça nous oblige à ne pas nous fermer, à rester ouverts, à exprimer qui nous sommes, à dire notre vérité. Et puis aussi, quand nous disons notre vérité, de ne pas nous décentrer pour contrôler l'autre et vouloir le convaincre, comme un psychopathe qui veut absolument manipuler, culpabiliser les autres s'ils ne font pas comme il veut. Et alors, tout d'un coup, on peut rentrer dans cette fluidité qui est tout le contraire de cette rigidification, on veut être parfait. On n'est pas parfait, on est vivant. Et c'est ça qui est notre perfection. On est contrasté, on est paradoxaux. Et alors, je termine par là parce que c'est une longue introduction, mais quand on fait ce que nous venons de faire, c'est-à-dire d'ouvrir ce cœur et qu'on a cet apaisement, et que vraiment il y a cette disponibilité à accueillir tout ça, de ne pas nier que tout ça est en nous. Il y a des monstres en nous, il y a des psychopathes en nous, il y a des suceurs d'énergie, il y a tout en nous. Et on a tous tout. Mais si on peut le voir et qu'alors on a un espace de liberté qui s'appelle l'espace de la conscience, qui est un espace de créativité. La conscience est créatrice. C'est là où tout d'un coup, alors inspiré par sa sagesse, on peut s'ajuster et trouver cette posture plus juste. Voilà, c'est tout ça qu'on apprend. Mais alors évidemment, ça passe par des techniques méditatives pour avoir cet apaisement, cette disponibilité, mais aussi des techniques cognitives pour comprendre ce qui se passe, le détecter en nous, le sentir dans notre corps, sentir ces mouvements énergétiques, et puis oser ouvrir son cœur et ne pas avoir de honte d'être tout ça. Et de se rendre compte qu'à ce niveau-là, au niveau de la conscience et de l'amour, de ce que nous sommes, il n'y a personne qui est mauvais ou bon, il y a nous avec nos peurs, nos défenses, souvent un peu pathétiques, et donc il y a une sorte d'union, d'unité à travers l'essence de l'être. C'est merveilleux. Moi, à l'école de la posture juste, je suis en orgasme, en extase permanente. Justement, là, j'avais envie de te demander, donc j'entends cette posture qui en fait permet de maximiser la vie en soi et autour de soi, et qu'il y a un travail en fait on va appeler ça nettoyage pour simplifier, ou en tout cas une prise de conscience, de névrose, d'un certain nombre de choses, pour avoir tout un vocabulaire là-dessus.
qu'est-ce que ça ouvre comme ressource, en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça change profondément d'être à cette posture juste? Et j'ai envie de faire une question plus provocatrice, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce que ce travail vers une posture juste, est-ce qu'on peut, dans un monde qui a besoin de changer de cap, est-ce qu'on peut s'en passer? Voilà. Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce qu'on peut changer de cap. Et on a vu dans l'histoire humaine de nombreux changements de cap. Ça s'appelle les changements de société. Et je crois que nous ne sommes pas à un changement de société, nous sommes à un changement de civilisation. Et probablement concomitant à un changement d'ère. De la même manière qu'on est passé du paléolithique au néolithique, je pense qu'on rentre dans autre chose. Ça va prendre du temps, on est dedans, et il se trouve que la civilisation change en même temps, et c'est forcé, parce que toute civilisation naît d'une représentation de soi et du monde qui est différente de la précédente. Et notre représentation change. Bien sûr qu'on commence à se rendre compte que le monde n'est pas morcelé, que tout est relié. De très anciennes civilisations, et encore des civilisations contemporaines aujourd'hui en Amazonie ou ailleurs, des civilisations dites traditionnelles le savent, elles vivent à partir de là. Mais nous l'avions perdu. Je pense depuis la Grèce, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, depuis ce qu'on a appelé le miracle grec, qui était un miracle intellectuel, où les philosophes ont dit « nous sommes en dehors de la nature, nous avons une pensée pour penser le monde, et nous allons dominer le monde avec cette pensée ». Et c'est ce que nous avons fait pendant 2500 ans d'histoire. Sauf que ça ne marche plus. Parce que ça marchait quand on faisait chacun dans notre petit village, on dominait plus ou moins notre environnement, mais aujourd'hui, comme tout est relié et qu'on est obligé de s'en rappeler, à force de le faire dans tous les villages du monde, c'est juste pas possible, parce qu'il n'y a plus d'équilibre possible. Avant, on pouvait encore polluer dans une ville, si les autres villes ne polluaient pas trop, ça allait, mais comme on pollue partout, ça ne va plus. Et donc, on est arrivé à un niveau d'entropie, là, il y a quelque chose qui ne rend plus ça possible, et c'est tant mieux, parce que ça nous oblige à le voir. L'être humain a beaucoup de mal à se projeter, à changer. Un jour, un éditeur m'avait dit, la chose la plus difficile à changer chez l'humain, c'est ses représentations. Et donc, parce qu'elles vont changer en profondeur, et que nous les aurons comprises dans notre corps. Parce que dans le concept, vous le savez comme moi, on peut penser une chose et penser le contraire le lendemain parce que ça nous arrange de penser le contraire. Hein, mais je vous disais en aparté que j'avais entendu, je crois que je l'ai dit en aparté avant que nous commencions cette rencontre, mais à la radio, là, tout à l'heure, j'entendais, moi j'écoute très peu la radio, j'ai pas la télévision, mais quand même je m'informe, et puis dans la voiture, j'ai la radio, et voilà que tout d'un coup j'entends un flash d'information, et le journaliste, dans la même minute, même pas, c'est une histoire de 3 secondes, balance une information venant du GIEC, qui annonce une catastrophe beaucoup plus importante que ce qu'on a l'habitude encore de dire. Et donc, on sent l'angoisse quand on entend ça. Et la seconde suivante, il se réjouissait qu'Airbus venait de remporter un contrat pour une centaine d'avions. Et je me dis, mais on est dans quelle schizophrénie, là? On s'alarme parce que la planète ne supporte plus la pression écologique que nous lui mettons. Et de l'autre côté, on se réjouit de rajouter un peu plus de pression. Donc, il y a quelque chose dans le dispositif neurologique de l'être humain qui est très limité finalement. Et je crois que c'est peut-être la première chose que nous allons devoir faire, que nous sommes peut-être déjà en train de faire, enfin, certains sont déjà en train de le faire, c'est l'humilité. Se rappeler que humain vient de humus, qui veut dire la terre, mais qui est la racine de humanité et de humilité. C'est l'humilité de ne plus croire que nous sommes des dieux, de ne plus croire que nous sommes au-dessus de la création, que nous sommes au-delà de la nature ou en dehors, de ne plus croire que nous avons un droit de dominer cette nature. Il va falloir qu'on retrouve notre place avec beaucoup d'humilité. Et si nous ne le faisons pas, la nature va s'en charger. Et du coup, je pense que c'est parce qu'on aura une posture la plus juste possible, une capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence en préservant le maximum de vie en nous et autour de nous, avec ce discernement et cette sagesse inspirée par cette partie calme de nous qui n'est pas dans la réaction immédiate, cette conscience qu'on peut s'en sortir. Et je me permets de rajouter ça parce que moi, ça m'avait beaucoup enthousiasmé. Il y a quelques années, vous avez peut-être vu aussi ce documentaire
Yves Coppens, le paléontologue, était le directeur scientifique le conseiller scientifique du documentaire, ça s'appelait l'Odyssée de l'homme. Et alors, à un moment donné, on voit que l'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal ont vécu aux mêmes endroits, au même moment. Il y a eu un chevauchement. Or, à l'école, on nous a raconté l'histoire d'une façon linéaire et quelque part dans mes représentations, même si je pouvais me douter qu'il y avait eu chevauchement, c'était plutôt Néandertal disparaît et Cro-Magnon prend la place. Et bon, ça se fait comme ça se fait pas brutalement du jour au lendemain. Il y a même apparemment eu des reproductions entre Néandertal et Cro-Magnon, des croisements génétiques. Mais en attendant, je me suis dit, mais dans le fond, peut-être que c'est ce que nous allons vivre. Il y a peut-être déjà maintenant 2 branches de l'humanité qui vont se séparer. Une branche qui utilise son cerveau juste dans une espèce de prédiction névrotique et qui va créer de plus en plus de chaos, de moins en moins de vie et qui va être éjectée à un moment donné parce que la vie est plus forte que l'être humain. Donc, si on ne s'y adapte pas, il va falloir qu'on dégage, et on dégagera tout seul. Mais il y a peut-être une autre branche de cette humanité qui commence à utiliser son cerveau autrement, parce qu'on a le dispositif, mais c'est un dispositif qui nécessite de contrôler certaines pulsions, d'avoir un espace pour empêcher les pulsions de prendre le contrôle sur notre cortex. Avez-vous déjà constaté que nous avons ce vieux cerveau reptilien, le mésencéphale avec tous ses instincts primaires, besoin de se reproduire, du sexe, de la nourriture, une place dans notre groupe, de la reconnaissance, pas trop d'efforts pour pas trop dépenser d'énergie. On a ça dans notre cerveau, mais tout d'un coup, notre cortex, dont nous sommes si fiers, est tellement développé qu'on a inventé des moyens hyper sophistiqués qui sont mis au service de ce cerveau primaire. Mais alors, c'est catastrophique. Quand on pense qu'aujourd'hui, on consomme plus de 2 milliards de vidéos pornographiques, et je ne suis pas là pour faire la morale sur je regarde ou je ne regarde pas les vidéos pornographiques, mais rendons-nous compte qu'on dépense, il y a plus de 2 milliards de vidéos pornographiques, et que ça consomme en termes de pollution pratiquement autant que 2/3 du trafic aérien mondial. Et il faut se réveiller. Mais on alimente ces instincts primaires qui sont addictifs même, hein, et les réseaux sociaux et tout ça. On est parti dans un délire, dans un vrai délire. Donc oui, il va falloir qu'il y ait des endroits où on se repose la question de notre place et de comment l'occuper avec le plus de justesse et donc de sagesse. Ouais, et ça pose la question de savoir si les 2 humanités que tu décris peuvent cohabiter aussi, ou s'il n'y a pas déjà, de toute façon, en fait, une lutte qui ne s'avoue pas sur un projet d'humanité aussi qui diverge en fait suivant les personnes. Je vois des questions dans le chat, donc vous pouvez vraiment les poser, on les recueille et puis on va s'appuyer dessus tout à l'heure. Il y a plein de questions moi qui viennent. Alix, est-ce que toi tu avais envie de poser? Après on va peut-être prendre un temps de silence, résonance. Peut-être la question justement pour un début de réponse à comment ces 2 typologies d'humanité que tu décrivais, Thierry, enfin ces 2 groupes, pour ceux qui sont plutôt en chemin et qui il y a une question qui a été posée là aussi, et qu'on avait prévu de te poser, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire toi du chemin qu'il faut qu'on prenne? Enfin, tu vois, quel est le chemin vers l'éveil de conscience? C'est-à-dire que bon, peut-être que ici, dans cette soirée, on a déjà tous eu une petite étincelle ou plus, peu importe, mais c'est quoi le chemin, quoi? Il y a quelqu'un qui a posé une question sur ok, la justesse, etc. Mais peut-être qu'il y a le mot amour qui vient, enfin, je ne sais pas. Oui, et je l'ai cité, plus on ouvre le cœur, plus la conscience s'ouvre, elle s'éveille plutôt. Et donc, c'est un adage spirituel connu dans beaucoup de traditions, mais qui, là, j'espère, à travers ce qu'on a vécu ensemble, de cette ouverture du cœur, cette profonde détente, hein, je dis en Inde, on dit, chaque fois que tu te détends, tu t'aimes, et chaque fois que tu aides quelqu'un à se détendre, tu l'aimes.
Et donc, c'est cette détente, c'est cette capacité d'accueil, cette paix, voilà, et cette non-réactivité immédiate qui est souvent très névrotique. Mais en même temps, voilà, il faut l'humilité de reconnaître que nous sommes très conditionnés, déjà par la culture que nous avons fabriquée ensemble depuis les Grecs. Et là, on est parti, et puis ça a pris une espèce d'exponentiel ces 50 dernières années, même ces 20 dernières années, l'exponentiel est fascinant. Et on est en train de voir que là, ça part en vrille. Mais en même temps, il faut faire confiance au processus de la vie, à l'organicité de la vie, qui fait que plus nous allons aller dans le délire que j'appelle névrotique, et qui pour moi, ça va peut-être faire bondir certaines personnes, mais bon, j'assume, est synonyme de transhumanisme. Cette volonté de toute puissance de l'être humain qui accepte même de ne plus être humain et de vendre son âme au diable quelque part pour être dirigé par une machine qui serait presque implantée en lui. Donc ce transhumanisme, évidemment, s'oppose à l'humanisme vraiment profond, hein, dans le sens où c'est l'être humain qui est aux commandes de sa vie, et c'est sa connaissance, le fameux gnotisséoton du temple à Delphes, hein, qui est repris dans les paroles de Socrate. Mais connais-toi toi-même, tu connaîtras les hommes, tu connaîtras les dieux et tu connaîtras l'univers. Parce que ce qui est triste, et je le vois chez nos politiciens, c'est qu'on a des techniciens de la finance, des techniciens de la rhétorique, très souvent, parfois de la manipulation, voire du mensonge, mais on n'a pas des êtres très éclairés qui connaissent les lois de la vie et qui croient qu'ils sont tout-puissants par rapport à ces lois de la vie et qui croient qu'on va pouvoir continuer à jouer avec la vie. Mais la vie est plus forte que tout. Ça va nous sauter à la figure. Je ne veux pas jouer les prophètes de mauvais augure, mais en même temps, c'est une logique. Enfin, quand une voiture va trop vite, elle finit par quitter la route. Alors, quand on a compris ça, et ça passe évidemment par l'information, l'éducation, les messages qu'on... Hein, mais, et c'est là, parce qu'on a donné à cette soirée sagesse et cohérence, hein, et justesse et cohérence plutôt, ou sagesse aussi, mais cette cohérence est quelque chose de très important, je crois, à comprendre. Parce que quand j'entends les gens parler de cohérence, c'est souvent comme une valeur morale. Ah, il est cohérent, ah, il n'est pas cohérent. Mais en fait, ce n'est pas une valeur morale, la cohérence. C'est un outil de vie. C'est un alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais, ce que je manifeste. Et on peut être très cohérent par rapport à ce mental névrotique et devenir Hitler. Je peux devenir totalement parano, même devenir psychotique, mais totalement cohérent. On ne peut pas dire à Hitler qu'il n'a pas été cohérent. Il avait un mental de dingue, dramatique, pathologique. Il l'a dit haut et fort ce que ce mental pensait et il agit en fonction. Et quand tout est aligné, ça marche. Ça marche un temps, parce que quand on est en dehors des lois de la vie finit par nous le rappeler. Bon, mais en attendant, Mère Teresa ou Sœur Emmanuelle ont été des femmes éminemment cohérentes aussi, sauf que leur mental n'était pas aussi névrotique ou psychotique que celui d'Hitler, il n'était pas du tout, il était au contraire très apaisé, et elles avaient cette conscience éveillée, elles voyaient le monde, elles aimaient ce monde, avec, je me souviens de cette phrase magnifique de Sœur Emmanuelle qui disait hein, « mais je suis un monstre, mais je suis aussi un ange ». On a les deux en nous, et c'est cette capacité de le voir, de l'accueillir, de ne pas se raconter des histoires pseudo-spirituelles qui seraient des idéalisations. La spiritualité, c'est un contact cru avec ce que nous sommes, dans notre paradoxe, dans nos contrastes, et du coup, notre ombre et notre lumière. Et du coup, je pense que si on peut voilà, favoriser par tous les moyens cette cohérence, mais aussi la définition de au service de quoi je mets ma cohérence, alors on a une chance d'avoir une réussite non pas dans les catastrophes hitlériennes et fascisantes et totalitaires, etc., où nous pourrions retomber, mais plutôt dans une cohérence au service, puisque c'est un outil au service de l'être profond, paisible, silencieux, aimant, et là c'est une toute autre civilisation qui peut naître. C'est là l'enjeu, je crois.
Alors, en avons-nous les moyens? Est-ce que notre cerveau est capable? Je me souviens, il y a quelques années, avoir lu le livre de Yves Pacalet, qui était un adjoint de Cousteau, qui avait été député européen, écologiste, qui disait dans son titre « L'humanité disparaîtra bon débarras ». Et alors, je crois qu'il y avait une dizaine de chapitres, et chaque chapitre était un scénario catastrophe. Mais quand on fermait le livre, on était assez horrifié parce que la plupart de ces scénarios catastrophes n'étaient pas des hypothèses, ils avaient déjà commencé. Ils avaient déjà commencé. Il y en avait un qui m'avait beaucoup marqué, où il racontait que les forages de plus en plus profonds pour trouver des ressources fossiles, eh bien, font remonter à la surface des bactéries qui n'ont jamais été en contact avec la surface ou ne l'ont plus été depuis des centaines de milliers, voire de millions d'années, mais qui vivent là dans des poches. Et elles remontent alors avec des systèmes immunitaires qui ne les ont jamais côtoyés. Vous imaginez, on peut avoir la disparition de l'humanité en une génération. Mais on continue à forer, on continue à ne pas s'inquiéter de tout ça. Voilà. Et alors peut-être qu'on n'a pas le dispositif neurologique pour, et alors nous disparaîtrons. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave, la vie va continuer. J'ai une dernière question avant qu'on ouvre un petit temps d'introspection pour tout le monde. Et puis, il y a des questions aussi qui émergeaient. Il y a des demandes aussi de savoir ce que tu penses sur un certain nombre de choses. Ça, on les prendra un petit peu après. Moi, j'avais une question qui était, revenant au sujet de ce soir, c'est comment tu fais toi, en fait, pour entrer dans un espace de décision, ou même, pour reprendre tes termes, t'ajuster à l'existence, pour dire plus simplement les choses, sans même parler de grandes décisions à prendre, mais c'est quoi le chemin que tu empruntes, en fait? Est-ce qu'il y a une pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te permet de retrouver ton axe, de retrouver Justement, moi, je ne vais plus dans la décision, je vais dans le choix. Alors, chacun utilise de nouveau les mots comme il l'entend. Je vais préciser ce que j'entends par choix et par décision. Mais tu vois, dans mon propos, la décision, c'est le résultat d'une réflexion qui pèse des pour, des contre, qui projette, qui compare, etc. C'est un exercice intellectuel et je peux souvent me fourvoyer dans cet exercice parce qu'il est souvent commandé par mes peurs, par mes besoins de me rassurer. Par contre, dans ma vie, et il y a eu des choix comme ça qui ont été très, très marquants. Quand j'ai quitté mon métier de chirurgien, je ne partais pas pour autre chose. Je n'ai pas décidé, je vais faire ça. Non, je suis parti parce que c'était un choix. Tout l'être dit oui ou dit non. Et ça ne se justifie pas un choix. C'est quelque chose qu'on sent au fond de soi. On va mourir, et d'ailleurs c'est ce que j'avais entendu. Ma voix me disait, si tu restes ici, tu vas crever. Donc je suis parti alors que j'étais chef de service à l'université, etc. C'était fini. Et là, je crois que quand on est dans ce type de choix profond de l'être, non seulement ça ne se justifie pas, ça ne se regrette jamais, parce qu'une décision, ça se regrette très souvent, dans le sens où on sera toujours déçu par rapport à une projection que l'on avait, une attente que l'on avait et un scénario qu'on s'était imaginé. Par contre, quand le choix a parlé, eh bien, on peut que l'assumer. On l'assume et puis il nous emmène à un endroit souvent plus profond de nous et dans une vie qui est plus en lien avec cette profondeur de nous-mêmes. Mais tu vois, je profite parce qu'on est là avec des leaders. Qu'est-ce qu'un leader, Quand j'avais écrit le défi positif, oui, quand j'avais écrit le défi positif, j'avais beaucoup aimé, c'était un livre qui parlait beaucoup de toutes ces études de la psychologie positive, j'avais beaucoup aimé la définition qui avait été donnée du leader par ce groupe qui avait établi le classement des vertus de l'être humain. Et en fait, magnifique travail qu'ils avaient fait. Et il y avait des petits questionnaires. Dans le livre, j'avais mis un questionnaire aussi issu de leur travail pour un peu se situer par rapport à ces forces et ces vertus de l'être humain qu'on a plus ou moins développées en nous, mais qui sont potentiellement développables. Et en fait, le leadership, dans la définition, qui essayait de faire un consensus par rapport à plein de définitions, c'était de dire que c'est celui qui a une vision et qui est capable d'être en lien avec les autres en repérant chez eux ce qui peut participer à cette vision et fédérer autour de ce projet, mais en respectant les particularités de chacun pour que chacun soit épanoui dans la manifestation du projet. Et je trouve ça très beau et très, très juste quelque part. On est bien loin de la dictature.
Mais le leader peut devenir dictateur s'il quitte cette intention-là. Et justement, comme on est là avec des leaders, je me rappelle un jour une réunion que j'avais eue avec des chefs d'entreprise et des directeurs de relations humaines d'entreprise, etc., et qui s'interrogeaient sur la place de la méditation, justement, dans l'entreprise. Et je leur disais, vous voyez, moi, je ne vais pas vous mentir, parce que je peux vous vendre la méditation en disant c'est génial, vous allez voir, les gens seront beaucoup plus cool, les rapports seront beaucoup plus apaisés, ils vont être plus productifs parce que du coup, ils vont être remotivés, moins stressés. En plus, vous verrez, ils seront moins souvent malades parce que le système immunitaire est protégé. OK. Et je dis, OK, tout ça est vrai, mais moi, je ne vais pas vous vendre la méditation comme ça. D'ailleurs, je n'ai pas à vous la vendre. J'ai à vous dire ce qu'elle risque de provoquer dans votre entreprise si vraiment vous jouez le jeu. Et ce que ça risque de provoquer, et je sais qu'il y a même des gens qui vendent de la méditation en entreprise qui sont furieux contre moi parce qu'ils disent, mais comment alors tu les décourages? Je dis non, mais je pense qu'il faut oser dire les choses. Si vraiment on aide les gens à méditer, inévitablement, à un moment donné, l'endroit qui se révèle en eux, parce qu'on parlait de changement, ce n'est pas un changement, ce n'est pas une transformation, c'est une révélation. C'est quelque chose qui est en nous, au fond de chacun de nous, notre essence profonde, qui n'est plus entendue et qui est broyée dans nos systèmes, dans nos sociétés, et avec tous ces burn-out. Le burn-out est un appel de cette vie en nous qui dit stop, je ne peux plus. Mais justement, d'avoir le courage de dire, OK, je viens introduire la méditation dans ma société, dans mon entreprise, mais je m'attends à ce qu'à moyen terme, ça change les desiderata de mes employés, leurs priorités, et donc toute la philosophie de notre façon de produire et de consommer, ou de faire consommer. Mais là, on aura gagné. Parce que tout le reste, c'est juste un emplâtre sur une jambe de bois, c'est un gadget pour essayer de maintenir le système comme il était auparavant. Et là, justement, cette cohérence, c'est de savoir au service de quoi je la mets, de l'être paisible ou bien de l'être encore névrotique qui veut encore trouver un moyen de tricher. Voilà, je ne veux pas être moraliste ou jugeant en disant ça, mais la conscience, elle voit ça et elle dit, OK, il y a des enjeux. Après, est-ce qu'on est capable de les relever ou pas? Moi, je n'ai pas de jugement. Parce que quand on médite, on ne juge plus. Mais au moins, on voit. On voit où est l'enjeu. Merci Thierry. Merci. Je vous propose qu'on arrête là la conversation, qu'on prenne juste un tout petit temps intérieur de l'ordre de 2 minutes chacun pour laisser infuser ce qu'on vient d'entendre. On peut refaire une petite plongée, ça va être très rapide. Je me pose, je me dépose, je me repose. Je me pose. J'écoute les mouvements de ma respiration. Et peu importe les sensations, les émotions, les pensées, je reviens sans cesse à la constatation de ces mouvements respiratoires. La mâchoire est détendue et je laisse le souffle s'évacuer. J'ouvre la poitrine, j'ouvre le cœur. Le mental s'apaise, le corps se détend. Et je profite de l'apaisement pour écouter ce qui est tout au fond de moi, ce qui est toujours là, que je n'écoute pas, le silence. Ce silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais l'espace dans lequel tous les bruits apparaissent et disparaissent. Et ça répond à la question de Romain, si on peut régulièrement dans la journée faire des petites plongées dans le silence, parce qu'on connaît la route, on connaît les étapes, quelque chose va changer profondément. Et d'ailleurs, dans le tantrisme shivaïte du Cachemire, qui est une tradition millénaire
qui a inspiré le yoga, puis par la suite en Chine, le Qigong, etc., et tous les arts martiaux internes, et le Kung Fu, eh bien, on recommande ces plongées dans le silence intérieur. Régulièrement, le plus souvent possible. Et puis, on peut vivre sa vie de cet endroit-là, regarder, pendant qu'on parle, pendant qu'on réfléchit, on peut être de cet endroit-là. Ah. On avait une petite question pour chacun d'entre vous, qui était justement de dire, après avoir fait cette plongée, à quoi ça m'invite personnellement pour ma croissance, ou alors peut-être qu'on va dire ce soir ma cohérence et ma justesse de leader. Vous pouvez prendre un petit temps et puis si vous en avez l'élan, partagez quelques mots aussi sur le chat. Je vais vous laisser peut-être continuer à écrire et moi ce qui me vient, ce qui fait écho à ma propre expérience de vie et à l'espace que tu nous ouvres Thierry, c'est juste de faire confiance à ce qui émerge dans ces moments-là. Je pense qu'il y a des élans, des choses parfois très simples qui émergent et qu'on s'empresse, et c'est souvent le mental, donc souvent le quotidien, qui presque de l'étouffer. Et je pense une forme de, je sais pas si c'est une discipline, mais en tout cas, c'est de faire confiance à ça quand ça émerge. Et d'essayer au moins de l'expérimenter. Sinon, c'est que des mots aussi. Mais je pense que c'est aussi un chemin qu'on n'a pas appris à l'école, pour le coup, et nulle part, à se dire, OK, quand il y a quelque chose qui émerge, je vais lui donner du crédit, en fait. Je vais lui donner un vrai crédit. Parce que c'est le corps qui nous renseigne. C'est le corps. Quand on est tellement déconnecté de notre corps que oui, on se pose 20 000 questions et là, tout et son contraire peut s'équivaloir. Mais en même temps, quand le corps parle, il y a une détente à l'intérieur qui nous dit oui, ok, j'y vais. Où il y a une petite tension. Moi, j'écoute mes petites tensions parce que généralement, elles me disent Thierry, tu veux aller trop vite. Thierry, c'est peut-être pas la direction. Laisse encore du temps. Ne cherche pas à trop diriger. Et alors, on pourrait croire que c'est une facilité, une forme de fuite, mais non. On apprend, je crois, progressivement. Ça, c'est sûr que c'est une culture qui est défaillante à ce niveau-là et que vivement qu'à l'école, on puisse revenir à ce genre de permission, parce que c'est une permission qu'on ne nous donne pas. Et j'en profite pour le dire, mais tellement consterné qu'en France, maintenant, le ministre de l'Éducation nationale a osé dire qu'il fallait interdire la méditation à l'école.
Comment on peut dire une chose pareille? Et oui, ça a été dit hein, il y a 15 jours, parce que possibilité de dérive sectaire. Après tout le travail d'un homme comme John Kabat-Zinn qui a essayé d'apporter les fondements hein, de la première étape de la méditation qu'on appelle pleine conscience, qui pourrait mieux appeler pleine attention de mon point de vue, mais bon, peu importe comment on l'appelle, cette mindfulness, hein, plein de mind, plein de mental, mais le mental qui se regarde l'humain, donc il s'apaise. Et en fait, c'est tout simple d'apprendre ça aux enfants, et en plus ils sont très réceptifs. Et bien là, maintenant, c'est diabolisé. Et avec toutes les études de Christophe André à l'hôpital, etc., ça n'est plus audible pour le pouvoir. Et on dirait presque subversif. Je suis consterné, vraiment, hein, parce que le mieux-être de nos enfants devrait prévaloir, et puis le mieux-être de nos sociétés. Mais il y a peut-être des gens, alors je suis pas en train de parler de complot, mais qui dans leur logique, c'est vraiment insupportable de se dire qu'on pourrait avoir cette liberté intérieure de dire qu'on ne fonctionne plus comme la société veut que nous fonctionnons. Et c'est le même débat que tu introduis la méditation en entreprise. Il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, les employés ne veulent plus vivre les rythmes ou même les non-sens que l'entreprise peut produire dans ses productions. Donc, mais voilà. Ce sont les deux mondes dont nous parlions qui s'opposent. Et voilà, maintenant, c'est plus permis de le faire. Alors, il y a des choses qui ont été dites, hein. Il nous reste une dizaine de minutes, donc on va pas ce soir, on est trop nombreux aussi pour ça. Malheureusement, je pense qu'on peut pouvoir donner la parole. Par contre, il y a des questions, je regardais les questions qui sont venues et il y a quand même beaucoup de questions qui relèvent de notre difficulté aujourd'hui à faire face à la situation. Que ça soit de l'impuissance, de la peur, ce que tu viens d'évoquer sur les interdictions ou les choses qui se raidissent, ou les médias ont été évoqués par des personnes dans le chat. Et puis, il y a aussi quelque chose dans ce que tu décris, et c'est vrai que cette lecture de deux humanités, ça nous fait peur, et puis au fond de nous, on a plutôt envie d'être un que deux humanités. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de partager sur, peut-être comment toi, hein, par rapport à Mais écoute, tout ce qui vient, comment moi, je n'ai pas de problème à envisager deux humanités parce que celle dont j'espère faire partie, ou en tout cas j'essaye d'en faire partie, elle est inclusive, c'est-à-dire qu'elle a assez d'amour, assez d'espace en elle pour accueillir ceux qui veulent la destruction à tout prix, la pollution exponentielle, etc. Assez d'amour pour l'accueillir, en disant, on va essayer de leur faire comprendre, on va essayer de leur montrer. Je constate que l'autre humanité qui est vraiment prise dans sa névrose et dans sa volonté de toute puissance, elle ne veut pas accueillir une humanité qui voudrait revenir à plus d'humanisme et de nature. Elle la combat, elle la diabolise même. Et donc, je n'ai pas de problème à voir qu'il y ait deux courants. Hein, ça paraît un peu dichotomiste, mais en même temps, comme j'essaie de faire partie du courant qui inclut tout, je ne pense pas être en train de prêcher une séparation de l'humanité en deux camps. Mais qui peut le plus peut le moins. Donc, c'est un message de continuer à faire ce qu'on fait. Oui. Pour s'aimer, pour répandre, pour diffuser. Mais il faut le faire avec des mots, bien sûr, il faut le faire avec des livres, avec des rencontres, des conférences, tout ce qu'on veut, mais il faut surtout le faire avec des actes. Avec une pratique. Avec l'acte, avec la manifestation. Parce que, oui, bien sûr, en plus, une pratique qui nous change carrément le fonctionnement du cerveau, qui n'est plus dans ces modes réactifs et agités. Mais c'est plus que ça. Vous savez, les enfants, vous avez déjà constaté ça. Un enfant, on peut lui dire 20 fois une chose. Si nous ne l'incarnons pas, lui, il va s'aligner par rapport à ce que nous manifestons, pas ce que nous avons dit. Et donc, c'est la même chose pour notre humanité. Si on lui dit qu'il y a un chemin à prendre, mais que nous ne le suivons pas, elle ne peut pas le prendre. Donc, on revient à cette responsabilité. Ouais.
et de cette cohérence. De cette cohérence, et il faut être sévère avec cette cohérence, tu vois. Et alors, évidemment, de nouveau, la justesse, je disais, c'est s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant le maximum de vie en nous autour de nous, mais il y a quand même des compromis. Il y a des lois de moindre mal, et je parlais du choix de Sophie, hein, mais en même temps, Sophie, la sagesse, d'ailleurs, hein, c'est pas par hasard qu'elle s'appelle Sophie, l'héroïne dans ce livre et dans ce film. Mais en même temps, c'est de se dire, ok, je vais vraiment être sévère avec moi. Pas cette espèce de truc béni, oui, oui, mais je suis gentil, j'ai moins voyagé cette année, donc je suis dans le bon côté. Non, non, je vais être sévère avec moi, parce que si je suis en train voilà, de prêcher quelque chose, est-ce que vraiment les moyens que j'utilise pour le répandre sont en adéquation? Et tôt ou tard, en tout cas, moi, je constate que très souvent, je suis dans des compromissions, de plus que ce que nous faisons là. Parce que se parler en distanciel, ça consomme une énergie inouïe. C'est une pollution incroyable. Alors, on nous y encourage aujourd'hui, soi-disant pour réduire l'autre pollution. Comment on va nous encourager à avoir des voitures électriques pour réduire les émissions de CO2 par les voitures à essence? Mais on ne fait que déplacer le problème. Et donc, voilà. À un moment donné, vous savez, je crois que nous allons quand même être, même les prêcheurs d'un autre monde vont être attrapés et vont devoir dire, mais maintenant que je l'ai prêché, il faut que je le vive. Et ça va peut-être pas être aussi facile parce qu'on est quand même très, très conditionné à une forme de confort et voilà. Et on fait porter le poids de ce confort à une grande partie de l'humanité qui ne vit pas dans le même confort et une grande partie de la nature sur cette planète qui en pâtit. Il ne faudra pas s'étonner qu'on soit convié. Moi, je m'attends à ça. Hein. Je m'attends à ça et j'arrive pas à m'y mettre tellement à l'avance. Hein. Je ne vais pas vivre sur la terre comme une battue, bien que quand je suis en Égypte, c'est le cas. Mais par contre, peut-être qu'à un moment donné, je serai contraint de le faire. Et il faut que je sois prêt. Il faut que je sois prêt et que ma vie ne s'arrête pas pour autant et que je ne sois pas malheureux pour autant. Il faudra que je m'adapte. Il faudra qu'on s'adapte tous ou pas. Mais alors, ça va souffrir. Hein. Et qu'on aide, je crois aussi, je ne peux pas empêcher d'ajouter qu'on aide nos enfants à être plus prêts, à s'adapter, hein, que pour eux, que ça soit le plus doux ou le moins difficile. C'est pas simple pour eux, hein, parce qu'ils ont vu de nouveau notre modèle et notre comportement, qu'est-ce qu'on a été gâtés. Je pense que nous sommes les générations qui ont été les plus gâtées à la surface de cette planète depuis l'existence. On a voyagé partout comme on voulait, librement. Enfin, nous, occidentaux, hein, dans nos pays riches, qu'est-ce qu'on a été gâtés? On ne se rend même pas compte de leur devoir. Et je me souviens d'un Chinois un jour qui me disait, c'était à Pékin, et il me disait, vous les Occidentaux, vous êtes pour l'instant encore les plus gâtés, mais je vous plains parce que ça va pas rester. Et tout ce qui vous fait horreur dans nos systèmes, vous allez peut-être devoir y être confronté aussi. Et il a raison, hein. Il a raison. Je crois qu'on était dans une espèce d'illusion dans notre bulle de confort, mais nous n'étions qu'un tout petit nombre. Hein. Par rapport Et on allait même en vacances, hein, sans canailler, de voir d'autres vivre beaucoup plus modestement. C'est ça. On va devoir essentiel. Oui, mais ça veut dire quoi vivre dans les valeurs essentielles? C'est pas avoir une couette chauffante et un lit télécommandable qui prend toutes les positions. Hein. Ouais. C'est ça, c'est très désagréable de parler comme ça parce qu'évidemment, ça fait peur. Mais j'ai envie de te remercier il faut se le dire. J'ai envie de te remercier d'aller à la fois dans la sagesse, l'intériorité, les espaces de justesse, et puis en même temps d'être dans le très concret de ce qu'on vit, de nos incohérences. Et je crois que c'est cet étirement-là qui est pas facile de vivre, qui est très très exigeant. Il est l'heure de se quitter en fait. On resterait bien longtemps. Vous êtes encore super nombreux ce soir. Moi, j'ai une grande frustration, c'est qu'on reste pas plus longtemps ensemble. J'ai une deuxième frustration, c'est que on voit qu'un petit bout des visages. C'est une autre frustration, c'est de pas vous entendre. Tout ce qui est là présent. Je me souviens quand je t'ai contacté, Thierry, on s'est dit et tu m'avais dit mais oui, je vais venir, on va faire le webinaire, mais c'est tellement moins bien, et puis quelque part
c'est pas peut-être le monde qu'on a envie non plus de construire, mais bon, on a quand même pu Tu être sais, ensemble ce soir. pendant le premier confinement, moi, j'avais fait une méditation tous les soirs pendant 45 soirs d'affilée. Et c'était une façon d'un peu soutenir et de me soutenir aussi parce que tout d'un coup, ma vie ne perdait pas tout son sens. J'étais en lien et j'avais l'impression que je pouvais apporter quand même quelque chose dans la communauté où j'évoluais. Mais en même temps, quand l'été qui a suivi, on a pu organiser un grand rassemblement au hameau de l'Étoile, là, près de Montpellier, et que j'ai vu tous ces gens qui étaient venus méditer, mais c'était magnifique. On va le refaire là maintenant au mois d'août, Ouais, ouais, parce ouais. que il est absolument indispensable que nous nous battions, en tout cas c'est mon credo, que nous nous battions pour garder ce qui fait notre humanité. Et ce qui fait notre humanité, c'est pas simplement de se voir derrière un écran. Ce qui fait notre humanité, c'est de se sentir. En plus, moi, et j'enseigne toute la dimension énergétique. Je suis sensible à ce que ce champ énergétique impacte, comment il nous informe, etc. Et si on se coupe de ça, il ne faudra pas s'étonner de se retrouver comme dans Matrix, dans une bulle où on nous prendra notre énergie pour alimenter une matrice. Mais c'est terrible. Il faut refuser ça. C'est de la résistance, mais on en est là aujourd'hui. Il faut faire de la résistance. Hein. Si moi, quand j'ai lu le livre de M. Schwab, président fondateur du Forum économique de Davos, et qu'il dit c'est merveilleux ce qui nous arrive parce que maintenant, la nouvelle civilisation, on n'aura plus que 10% de rencontres en présentiel, tout le reste en distanciel, qu'il dit qu'une fois par an, on pourra rencontrer sa famille et que ça sera très bien comme ça parce qu'on doit comprendre que c'est dans notre intérêt, tout le reste, on peut le faire par Zoom. Je dis non. Je dis non. Ouais, il a le mérite de nous montrer, Lui le dit, hein, il a il le affiche mérite son de nous projet. montrer les choses qui. Il affiche son projet, mais après, c'est à nous d'afficher le nôtre. Mais il ne suffit pas de dire non, Ouais, il faut faire non. ouais. Donc, il faut se réunir, il faut se rassembler. C'est indispensable. Merci Thierry, merci Merci. infiniment pour, pour le parler vrai aussi, avec la sagesse, et donc du coup l'engagement qu'il y a derrière. Et je te remercie vraiment parce que ça fait écho, moi, une expression que j'aime bien et qui est pas très utilisée, c'est de parler spiritualité engagée aussi. Incarner Et incarnée. dans le monde, dans des actions concrètes et pas des histoires qu'on se raconte. J'aime tout le monde. Prouve-moi que tu aimes Ouais. tout le monde. Allez, on va sur le terrain voir si c'est vraiment la vérité. Bon, ben ça va être le mot de la fin. Alors, il y a plein de choses. Restez connectés parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges, donc vous pouvez les relire. Euh, Merci infiniment Thierry, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, et vous donner les informations sur la communauté. Ben, on a renoué avec le présentiel, comme je vous le disais lundi, et c'est merveilleux. C'était une soirée découverte, c'est une soirée aussi où on expérimente des choses, et on s'est dit quand on a fini ça avec Nelly, Sophie, qui ont été, qui ont œuvré pour l'organisation de cette soirée. On s'est dit c'est comme ça notre ADN. Donc on est heureux, on a renoué avec notre ADN, c'est d'être ensemble, c'est de vivre des choses ensemble, c'est de grandir ensemble. Donc on va continuer comme ça. Ça va continuer notamment, il y aura d'autres événements dans l'année, mais là à court terme, si vous avez l'énergie de rejoindre un cercle de leaders, hein, je vous rappelle les cercles, vous pourrez voir toutes les infos sur le site web, mais c'est se réunir en tant que manager, dirigeant dans un cercle qui est animé par ce qu'on appelle un ambassadeur, et c'est faire ce travail, hein, à la fois sur l'être et sur le faire, et s'engager sur un cycle. Et là, on est ensemble, là, on est dans une pièce, on peut se toucher. Et donc, il y a deux cercles qu'il est encore temps de rejoindre. Il y a le cercle de Paris, il y a une réunion le 11 avril. Donc, vraiment, écoutez, là encore, écoutez l'élan. Vous avez l'élan de rejoindre un groupe. Et puis, il y a le cercle de Lille, c'est le 2 mai. Voilà, donc il y a les informations sur le site web, sinon c'est un mail à hello@leader-éclairé.com et on vous branche et vous pouvez rentrer dans cette dynamique-là. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager, vous dire aussi. Il y en a un qui a démarré à Aix aussi. Il y en a un, bien sûr, qui continue à Aix-Marseille, donc vous pouvez aussi embarquer. Donc c'est vraiment des espaces. Et sur le site de l'école de la posture juste, vous avez possibilité des inscriptions pour le programme de 3 ans qui recommence tous les mois de septembre. C'est 3 ans, ça paraît long, mais justement dans notre monde, prenons du temps pour aller en profondeur. Ouais. Et puis, il y a aussi des grands rassemblements d'été. Hein. Il y a des opportunités, il y a des occasions. Et quelle énergie il faut pour les maintenir. Incroyable.
Ces 2 ans, moi, j'ai tout maintenu en présentiel. On a 400 élèves à l'école. On a réussi. Les gens venaient de la Réunion, du Maroc, avec des passes sanitaires, les vaccins qu'ils n'avaient pas. Enfin, mon Dieu, on a réussi. On a réussi. Mais c'était une énergie. J'y ai laissé de l'argent parce que j'ai dû louer des autres salles beaucoup plus chères, etc. Mais c'est pas grave. C'est pas gagner sa vie qu'on vient faire ici. C'est vivre. Pas la gagner, la vivre. Ouais. Et de l'énergie, il y en a. Et de l'énergie, il y en a ce soir aussi. Et il y en a aussi, je voulais vous parler, parce que c'est une association amie, il y a aussi un congrès qui est le 1er avril, c'est le congrès sur l'intelligence collective organisé par Vision Collective, ex-Vision 2021. Donc ça aussi, c'est une porte d'entrée, ou en tout cas un lieu de rassemblement et d'énergie qui est fabuleux. Voilà, et le dernier petit point, il y a aussi vraiment, si vous voulez continuer à soutenir, vous engager encore davantage dans la communauté, vous pouvez adhérer, c'est important. Hein, c'est les adhésions aussi qui permettent de financer tout plein de choses, sachant que tout ce qu'on fait là ce soir, et comme toujours, c'est bénévole. Hein. Donc voilà, merci pour votre soutien. Thierry, infiniment merci pour ton énergie, ta générosité et vraiment ton désir que j'ai ressenti de donner, donner, donner. Et si vous en êtes d'accord, pour tous ceux qui sont encore là, vous pouvez passer en mode galerie. Comme ça, on va se voir. Rallumer les vidéos pour ceux qui ont eu la conscience écologique de les éteindre. Et puis, je ne sais pas si Vincent, tu peux ouvrir tous les micros d'un coup. Je ne sais pas si ça se fait, c'est un truc comme ça.